Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez autour de moi, la forêt est pleine de vie. Et si on regarde bien, on peut voir des petits trésors cachés sous les feuilles et sur les troncs d'arbres. C'est les champignons. Il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. Certains sont comestibles, d'autres sont toxiques et certains ont des rôles étonnants dans la nature. Mais qu'est-ce qu'un champignon exactement? Est-ce une plante? Un animal? Et comment se développe-t-il? Et pourquoi sont-ils si importants? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble le monde fascinant des champignons. Alors, suivez-moi et découvrons-les ensemble. Allez, let's go! Les champignons. Ce sont des organismes eucaryotes qui forment un règne propre, c'est le règne fongique, qui est différent des plantes et des animaux. Contrairement aux végétaux, ils ne possèdent pas de chlorophylle et ne réalisent pas donc la photosynthèse. Donc ils sont hétérotrophes, ce qui signifie qu'ils tirent leur énergie de la matière organique environnante. Concernant leur origine, deux hypothèses existent. Nous avons l'hypothèse polyphylétique et l'hypothèse monophylétique. On commence par l'hypothèse polyphylétique, c'est-à-dire qu'ils ont une origine multiple. Cette hypothèse dit que les champignons ne viennent pas d'un seul ancêtre commun, mais qu'ils auraient évolué à partir de plusieurs groupes d'algues et ces algues auraient perdu leur plast, les structures qui permettent la photosynthèse et leurs pigments aussi, ce qui expliquerait pourquoi les champignons ne font pas la photosynthèse. Concernant maintenant l'hypothèse monophylétique, c'est-à-dire qu'ils ont une origine unique, selon cette hypothèse, tous les champignons viendraient d'un même ancêtre commun, et cet ancêtre commun était un protiste unicellulaire, c'est un organisme microscopique. Cela signifie que les champignons formeraient un groupe bien défini et indépendant des plantes et des animaux. Les champignons possèdent des caractéristiques cellulaires uniques qui les différencient des plantes et des animaux. Premièrement, ils possèdent une paroi cellulaire composée principalement de chitine et contient aussi de la callose et de l'hémicellulose. Sa composition peut varier selon les groupes de champignons. Ils ont aussi un noyau qui est généralement petit. Chez certains champignons, on trouve un dicaryon. C'est une cellule qui contient deux noyaux et c'est une caractéristique des basidomycètes et des ascomycètes. Et pour leur vacuole, qui est située au centre de la cellule, elle repousse le cytoplasme vers la périphérie et joue un rôle important dans le stockage et l'équilibre hydrique. Enfin, les champignons ne stockent pas d'amidon. Contrairement aux plantes, leurs principales réserves énergétiques sont le glycogène et des inclusions lipidiques dispersées dans le cytoplasme. Cette organisation cellulaire leur permet d'être adaptés à leur mode de vie hétérotrophe et à leur croissance souvent rapide. Les champignons n'ont pas de tiges, de feuilles ou de racines comme les plantes. À la place, ils ont un thalle. Et le thalle peut prendre différentes formes selon le type de champignon. Et nous avons le thalle unicellulaire, plasmodial, pluricellulaire, filamenteux. On commence tout d'abord par le thalle unicellulaire, par exemple les levures. Ce sont des champignons qui n'ont qu'une seule cellule, comme une petite boule microscopique. Ils sont utilisés pour faire lever le pain et fermenter le lait, et permet aux champignons de se multiplier rapidement. Concernant le thalle plasmodial, par exemple les myxomycètes, ce type de champignon est une masse molle et viqueuse comme une sorte de gelée sans paroi rigide. Il peut se déplacer lentement pour absorber des nutriments. On en trouve souvent sur le bois mort ou bien dans les sous-bois humides et ça permet de se nourrir efficacement dans des milieux humides.
Enfin, nous avons le thalle filamenteux, qui est le plus répandu. Par exemple, nous avons la moisissure sur du pain. Ici, le champignon est constitué de fins filaments appelés hyphes qui forment un réseau appelé mycélium. Et ce thalle permet d'explorer un grand espace pour absorber des nutriments. Alors, le thalle est formé de mycélium. C'est quoi le mycélium? C'est un réseau de filaments appelé hyphes qui permet au champignon de se développer et d'explorer son environnement. Sa croissance se fait de manière apicale, c'est-à-dire à l'extrémité des filaments. Et les étapes de croissance du mycélium sont comme suit. Nous avons tout d'abord la formation d'un thalle circulaire, puis la production d'enzymes pour dégrader la matière organique et enfin la ramification des hyphes. Ensuite, on passe aux hyphes. Tout d'abord, c'est quoi un hyphe? C'est de fins filaments qui forment un réseau appelé mycélium. Nous avons deux types d'hyphes, les hyphes cloisonnés et non cloisonnés. On commence par les hyphes cloisonnés qui possèdent des cloisons appelées septa, qui divisent le filament en plusieurs cellules distinctes et chaque compartiment contient un ou plusieurs noyaux. Et les échanges entre les cellules se font par de petits pores dans les septa. Ce type d'hyphe est présent chez les ascomycètes et les basidomycètes. Par contre, les hyphes non cloisonnés, aussi appelés siphonnés, ils ne possèdent aucune séparation interne. Son cytoplasme circule librement à travers tout le filament avec plusieurs noyaux dispersés sans organisation en cellules distinctes. Ce type d'hyphe se retrouve chez les chytridiomycètes, oomycètes et les zygomycètes. Certains champignons supérieurs forment un carpophore, pied et chapeau pour produire des spores. Passons maintenant au mode de nutrition des champignons. Il faut savoir que tous les champignons sont hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils ne produisent pas leur propre nourriture. Ils doivent donc absorber des nutriments à partir de d'autres sources et on distingue trois grands types de nutrition chez les champignons. Donc nous avons les champignons saprophytes, parasites et symbiotes. Tout d'abord, nous avons les champignons saprophytes, comme les moisissures. Ces champignons se nourrissent en détruisant la matière morte, bois, feuilles mortes, cadavres d'animaux, etc. Et ils libèrent des enzymes digestifs qui décomposent les molécules complexes, cellulose, lignine, protéines, en substances plus simples qui peuvent absorber. Et bien sûr, ils ont un rôle écologique très important. Ils recyclent la matière organique en nutriments essentiels pour le sol et aussi ils participent à la formation de l'humus et améliorent la fertilité des sols. Ensuite, on passe aux parasites. Ces champignons attaquent des plantes et les animaux ou même des humains. En vivant sur ou bien à l'intérieur de leur hôte, ils absorbent les nutriments de leurs victimes, ce qui peut provoquer des maladies et parfois la mort de l'hôte. Enfin, nous avons les symbiotes, c'est des champignons qui vivent en association étroite avec un autre organisme, que ce soit des plantes, des algues, des arbres, etc. Ici, les deux partenaires bénéficient de l'échange, comme chez les lichens. Et ils vont aider les plantes à mieux pousser, même en sol pauvre, et peuvent coloniser des milieux extrêmes comme chez les lichens sur les roches. Passons ensuite à la reproduction des champignons. Les champignons peuvent se multiplier de deux manières, soit la reproduction asexuée ou bien sexuée. La reproduction asexuée par fragmentation du mycélium ou bien par production de spores. Par contre, la reproduction sexuée qui varie selon les groupes, nous avons par cystogamie avec fusion complète des cellules reproductrices, par siphonogamie où nous avons un tube qui permet le transfert des noyaux mâles et aussi nous avons par un cycle plus complexe chez les champignons supérieurs ascomycètes et les basidomycètes.
Chez les basidomycètes par exemple, la fusion des cellules forme un mycélium dikaryotique avec 2 noyaux qui donnera plus tard des spores. Nous avons 3 types de cycles qui existent chez les champignons. Monogénétique haplophasique, un seul type de génération haploïde comme les zygomycètes. Nous avons le cycle digénétique. Ici, nous avons 2 générations qui alternent, comme chez les chytridiomycètes et les oomycètes. Nous avons enfin le cycle trigénétique. Ici, il y a 3 phases avec un mycélium dikaryotique intermédiaire, par exemple chez les ascomycètes et les basidomycètes. Il faut savoir que lors de la reproduction sexuée, la fécondation peut se faire de plusieurs manières selon le type de champignon. Nous avons les principaux modes de fécondation. Nous avons l'isogamie, c'est la fusion de 2 gamètes identiques. La cystogamie, c'est la fusion directe des cellules reproductrices. La siphonogamie, c'est un champignon qui produit un tube copulateur pour transférer les noyaux mâles vers la cellule femelle. Et nous avons enfin la plasmogamie et les karyogamies. La plasmogamie, c'est la fusion des cytoplasmes des 2 cellules. Et la karyogamie, c'est la fusion des noyaux qui peuvent avoir lieu immédiatement ou plus tard. Par exemple, chez les ascomycètes et les basidomycètes, ici la fusion des cellules forme un mycélium dikaryotique avant la formation des spores. Il faut savoir que les champignons sont bien plus variés qu'on ne l'imagine. Certains sont microscopiques, d'autres forment de grands chapeaux colorés en forêt. Ils sont classés en plusieurs groupes selon leur structure et leur mode de reproduction. Donc il existe des champignons presque invisibles à l'œil nu, comme les myxomycètes, aussi appelés champignons visqueux. Contrairement aux autres, ils peuvent se déplacer lentement, un peu comme une masse gélatineuse vivante, et on les trouve souvent sur du bois en décomposition et leur aspect rappelle parfois des petites taches colorées. Ensuite, nous avons les zygomycètes. Quant à eux, ils sont bien connus, même sans le savoir. Ce sont les champignons qui forment une couche de moisissure sur le pain oublié. Ils ont des hyphes non cloisonnés et produisent des spores de résistance appelés zygospores qui leur permettent de survivre dans des conditions difficiles. Ensuite, on passe à un groupe très important, c'est les ascomycètes, car on y trouve des champignons aux usages variés, par exemple la levure de boulanger qui fait lever le pain, ou bien la pénicillium qui a permis de découvrir la pénicilline, c'est le premier antibiotique, et ces champignons produisent leurs spores dans de petits sacs appelés asques. Mais je sais très bien que quand on dit champignons, on imagine souvent ceux avec un pied et un chapeau, comme ceux qu'on ramasse en forêt. Et ce sont les basidomycètes. Ils forment un carpophore, c'est la partie visible du champignon, mais leur véritable corps est caché sous terre, sous forme de mycélium. Parmi eux, on trouve des espèces comestibles comme le champignon de Paris, mais d'autres y sont très toxiques. Enfin, il existe les oomycètes qui ressemblent aux champignons, mais ils sont en réalité plus proches aux algues brunes. Certains d'entre eux sont de redoutables parasites des plantes. Et donc les champignons sont partout, visibles ou invisibles, utiles ou nuisibles, mais ils jouent un rôle essentiel dans la nature et même dans notre quotidien. Voilà, notre vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!